Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de tromper ma propre émission Galerie de Toon en parlant d'un personnage qui n'est pas un personnage des Looney Tunes. Non, s'il te plaît, ne m'en veux pas, chérie. Tu sais, je ne suis qu'un homme, j'ai le droit d'aller voir ailleurs des fois. Non, tu vas pas me faire ça, enfin, tu sais que c'est juste une période. Non. Promis, tu l'auras ton épisode sur Bugs Bunny. Reviens. Aujourd'hui, chers amis, parlons d'un drôle d'oiseau qui a permis à son espèce de rester à tout jamais dans nos cœurs, ce bon vieux Pico. Ou Woody Woodpecker pour ceux qui n'ont jamais connu l'époque où il s'appelait Pico en France. C'est-à-dire 99 à 100% de mon public. Je suis vieux. Ah non, attends, je l'ai même pas connu moi-même. Vous vous souvenez de ce que je disais à propos de Tom et Jerry il y a une vidéo sur le rôle important qu'ils ont joué pour la division cartoon de MGM? Eh bien, voici l'équivalent pour celle d'Universal. Grosso modo, celui qui a permis au département géré par le créateur de cartoon Walter Lantz de se refaire un nom en temps de crise, qui est devenu un petit chouchou du public avide de personnages de cartoon loufoques, et une icône instantanément identifiable pour Universal. Au risque de me répéter, c'est effectivement majoritairement au personnage que le public se rattachait, et ça faisait partie de ce qui déterminait le succès d'une franchise de cartoon, plus que la richesse de l'animation ou les réalisateurs à la barre. Surtout entre les années 30 et 40, où sont apparues maintes stars de l'histoire du cartoon. Rien qu'en 1940, on a eu coup sur coup Bugs Bunny provenant de Warner et Tom et Jerry provenant de MGM, pour vous dire à quel point c'était déjà une année riche. Et Woody Woodpecker a rejoint leur côté la même année. Il était d'ailleurs temps que Universal trouve sa poule aux œufs d'or côté cartoon, car mine de rien, il s'agissait de l'un des premiers studios hollywoodiens majeurs, donc sans compter les petits studios comme l'Infogrames de Disney, à se lancer dans le business du cartoon. Et même le premier studio majeur à avoir son propre département pour faire les cartoons. Notamment avec un certain lapin nommé Oswald. Comment? Mais n'est-ce pas à Walt Disney que ça appartient? Eh bien oui, mais les cartoons de la création de Disney et Ub-Iwerks étaient distribués par Universal, suivant un contrat obtenu par le producteur Charles Mintz. Longue histoire qui n'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est très intéressant. Bref, Oswald était un peu la figure de proue pour l'animation chez Universal, jusqu'à ce que sa popularité finisse éventuellement par décliner. Du coup, c'est un peu la panique, parce que les autres studios, ils ont leurs icônes qui viennent de naître ou qui tiennent toujours l'air de rien, tandis que eux, ils ont passé plusieurs mois sans personnage récurrent après la retraite d'Oswald. Walter Lantz est bien venu avec Andy Panda en 1939, et il tenait la route, mais il n'avait pas l'aura d'un Mickey ou d'un Popeye. Il n'avait pas ce côté « Ah, lui je le rattache instantanément à Universal ». Non, il fallait quelqu'un qui se démarque plus. Quelqu'un qui ne respecte clairement pas les conventions. Guess who? Les raisons ayant conduit à la naissance du pivert varient selon les sources. Lantz lui-même a affirmé que l'idée est venue lors de sa lune de miel avec sa femme Grace. Oui, comme toutes les meilleures idées, ça vient dans le lit ou sous la douche. Dans tous les cas, tu es toujours à poil quand ça arrive. Le couple était importuné par un pivert qui ne cessait de picorer le toit du ranch dans lequel ils passaient leur lune de miel. Et si Walter n'avait qu'une seule envie, celle de lui faire la peau, Grace, parce que seraient les hommes sans les femmes pour combler le peu de cervelle qu'ils ont, lui a suggéré d'évacuer cela en faisant un personnage de cartoon. C'est une origine qui se tient. Au détail près que Walter et Grace se sont mariés en août 1941, soit plusieurs mois après les débuts de Woody. Donc à moins que Walter soit un voyageur du temps... Un documentaire dont je vous mettrai le lien en description apporte une autre origine. Celle que son cartoon d'introduction, Knock Knock, qui est un cartoon d'Andy Panda, ne proposait pas de pivert à la base. Il aurait vu Andy et son père confrontés à des problèmes de toiture liés à une tempête. Lantz a observé les storyboards pour en déduire qu'une tempête, qu'est-ce que ça risque d'être cher à animer. Donc il était préférable de trouver un autre obstacle pour les pandas. Un obstacle finalement personnifié par un pivert complètement fou. Et donc d'une pierre deux coups, ça a permis des économies et la création inattendue d'un personnage qui est resté dans l'inconscient collectif. Parce que oui, contrairement à ce que je pouvais laisser sous-entendre dans ma précédente vidéo, tu ne crées pas des personnages avec l'idée en tête qu'ils vont percer immédiatement et devenir des célébrités. Des fois tu en crées qui ne marchent pas, des fois il faut à un personnage des mois et des mois d'affinage pour aboutir à une version définitive qui fonctionne. Woody est dans tous les cas arrivé à point nommé, car sa popularité a supplanté celle d'Andy Panda, alors que celui-ci en était à peine à son 5e cartoon. Et il a vraiment permis à Universal d'avoir le nom de sa franchise dédié au cartoon. Le gros argument de vente pour attirer le public, qui avait bien apprécié les farces de ce pivert déjanté dans Knock Knock lors des projections preview. Avec cette vidéo, j'ai décidé de me pencher sur pourquoi Woody Woodpecker a autant fait réagir le public d'alors, et ce qui faisait qu'il se distinguait des autres pour tenir aussi longtemps. Parce que concrètement, quand on voit ses débuts, qu'est-ce qui pourrait en faire un personnage unique en son genre? Alors que de loin il ressemble au Daffy Duck période Tex Avery, si c'était un autre volatile, croisé avec la version prototype de Bugs Bunny. Ce qui en soi n'est pas anodin comme comparaison, étant donné le pédigré du co-créateur de Woody, Ben Hardaway. Hardaway est la personne venue avec le prototype de Bugs Bunny, au travers du cartoon Porky's Hare Hunt en 1938. Son idée était essentiellement de rhabiller le Daffy Duck d'alors avec un costume de lapin. Ce qui a donné cette version prototype qui était plus faux-folle qu'autre chose, avant d'aboutir au lapin aux 1000 facettes que l'on connaît aujourd'hui. Hardaway avait également œuvré sur quelques des premiers cartoons de Daffy Duck.
On ne s'étonne alors pas de retrouver des tics de ces deux personnages dans Woody, ne serait-ce que son rire, qui est dérivé de celui du Proto-Bugs. Et histoire d'enfoncer le clou, la voix de Woody est assurée dans ce cartoon et dans quelques des suivants par pas moins que Mel Blanc. Et oui, c'est à Mel Blanc que nous devons le plus iconique des rires de Woody. Guess who? Blanc qui a aussi fait la voix d'autres personnages dans ses cartoons, et j'avoue que c'est assez marrant pour moi de l'entendre dans des cartoons autres que ceux de Warner, avant qu'il ne passe un contrat d'exclusivité avec Léon Schlesinger. That's very funny. Ha ha ha. But I didn't like it, see? Bref, si tout cela semble présumer une pâle copie de ce qu'il faisait chez Warner avec les premiers cartoons de Woody Woodpecker, le Pivert démontrait pourtant déjà des signes de ce qui allait le démarquer. En fait, tout bien considéré, Woody n'est pas un personnage si accessible que ça. Il fait clairement partie de ces personnages impétueux, que l'on aurait clairement plus de mal à supporter si on devait les côtoyer dans la vie courante qu'en les regardant depuis notre canapé. C'est d'ailleurs ce que pense Fritz Freleng des personnages arrogants en général, lorsqu'il parlait de Bugs Bunny. Pour une raison quelconque, le public a l'air d'adorer les personnages arrogants. Il n'aime pas ce genre de personnes dans la vraie vie. Du coup, Woody n'a pas comme unique trait de personnalité d'être fou, même si c'est ce qui paraît être le plus revendiqué au travers de ses premiers cartoons. Là où il pourrait sembler décalqué de Daffy, jusque dans la chanson d'exposition parlant de son caractère foufou, c'est un autre genre de personnage détraqué à qui on a affaire. Il est plus abrasif quelque part. Ça se voit déjà dans son premier design. Regardez-moi ce pivert qui se distingue clairement de l'image d'un pivert ordinaire, avec ses grosses pattes et sa tête qui transpire le décalage avec le monde qui l'entoure. Pour tout vous dire, lorsque Woody a été pitché à Mel Blanc et qu'on lui a présenté le design, Mel a simplement répondu par « C'est la chose la plus hideuse que j'ai vue de ma vie ». Et clairement, Woody n'est pas là pour inspirer l'insympathie. Daffy Duck, durant ses premiers pas, était du genre à rien à cirer des conventions et faisait ce qui lui plaisait, mais plus souvent d'une manière innocente, ou pour se défendre le cas échéant. Mais sinon, il était surtout dans sa bulle. Woody, de son côté, est plus du genre agressif. Ce qu'il perçoit comme sa notion de fun, ça vient aussi de provoquer les autres, en l'occurrence dans son premier cartoon, Andy et son papa panda. Ce n'est pas en réponse à avoir été dérangé, il fait ça pour le kiff. Pour moi, ça dénote quelque chose qui restera un bon moment chez Woody. Il existe d'autres personnages qui adorent délibérément provoquer leur entourage ou leur faire du mal, même quand ils ne leur ont rien fait personnellement. Et ces personnages ont parfaitement conscience de la cruauté de leurs actions, et ce qu'ils en font, c'est rire des mésaventures de leurs victimes. Woody, de mon point de vue, est plus du genre inconscient d'être un fauteur de troubles. Il fait juste ce qui lui paraît être rigolo, sans en vouloir spécifiquement aux personnes qu'il dérange. Et ça le décale des situations dans lesquelles il se trouve quand elles sont plutôt terre à terre. Par exemple The Screwdriver où il fait des folies sur la route, excès de vitesse et compagnie. Il y a des exceptions cependant. Comme beaucoup de stars de cartoon, il a des adversaires qui le provoquent délibérément et le placent en mode défensif. Ou il y a d'autres cas où il provoque les autres juste pour remplir ses objectifs personnels, et où il sait qu'il est méchant. Sure, it's necessary. I'm a necessary evil. Essentiellement, Woody est un personnage qui ne respecte rien. J'aurais presque envie de dire que c'est Daffy Duck qui a fini par être temporairement inspiré par Woody, en se mettant à provoquer les autres pour le plaisir d'en rire, jusqu'à ce qu'il soit plus étoffé. En tout cas, d'après les connaisseurs du personnage, c'est surtout ce qui a cliqué chez l'audience, le fait de voir un personnage aussi anticonformiste qui le plus souvent s'en tire en faisant ce qui lui chante. Une sorte d'identification qui défoule si l'on veut. Woody, c'est un peu la personnification de l'anarchie, même sans servir de cause particulière, autre que les siennes. C'est surtout vrai durant sa période la plus mémorable aux yeux des experts de l'animation, la période Shamusculan. Déjà, c'est celle qui a permis à Woody d'avoir son premier gros redesign, celui qui le rapproche le plus de l'image du pivert telle qu'on la conçoit mentalement. Il est plus simplifié, mais il a des tics qui amplifient son caractère déréglé, et il y a un plus gros décalage avec son côté peu amical. Son animation d'ouverture de 1944 à 1949, conçue par le brillant Emery Hawkins, est parfaitement raccord avec le personnage. Les mouvements exagérés et répétés comme s'il était cassé, l'apparence moins lisse de son plumage et l'absence d'in-between entre ses rires accentuent sa nature chaotique. La période Cullen est aussi celle où Woody ne respecte vraiment rien, celle où il est plus souvent perçu comme un plus gros enfoiré qu'avant. Et c'est un peu vrai, la présence de son premier rival Wally Walrus témoigne un peu de cela. Bien que le morse puisse également être délibérément un antagoniste par moment, c'est plus fréquent que Woody vienne le provoquer, principalement lorsqu'il joue les pique-assiettes. La période Cullen dispose aussi de ce que beaucoup considèrent être le cartoon quintessentiel de Woody, The Barber of Seville. Celui qui serait plus parlant que n'importe quel autre quant à qui est Woody Woodpecker, l'équivalent d'un barjot complètement dans son monde, mais qui en devient dangereux lorsque tu lui laisses un rasoir entre les mains pour s'occuper d'un client captif.
Ce cartoon démontre aussi la différence de style par rapport aux concurrents, car il s'agit d'un cartoon musical. C'est dans le titre, cultivez-vous. Comparé à par exemple la cartoon musicale des Looney Tunes menée par Fritz Freleng, qui sont bourrés d'élégance derrière le slapstick cartoonesque, chez Seamus Cullen et Woody, c'est mené par un chaos total et enthousiaste. Avec encore une fois ces tics d'animation qui détachent complètement le pivert du conformisme habituel, et insistent sur le fait que sur le terrain de la folie, Woody est une force de la nature. Bref, là où je veux en venir, c'est qu'on aime Woody Woodpecker parce qu'il est mauvais de nature le plus souvent, ou en tout cas par son côté anarchique. Il incarne notre envie inconsciente mais profonde de dire zut aux normes. Et le fait d'avoir à la fois des cartoons où il se prend une rétribution pour ses actes et d'autres où il s'en tire blanc comme neige, le ramène sur Terre, tout comme ça le distingue plus encore. Un pivert qui se voit lui-même comme un social, mais aussi quelque part c'est un personnage qui est animé par les 7 péchés capitaux. Ah oui, lui clairement s'il était dans Seven, il aurait la totale. Son principal péché est indubitablement la gourmandise. En effet, ce qu'il poursuit dans une bonne partie de ses cartoons, c'est... That's my favorite dish. Il est aussi fréquemment colérique, probablement un des personnages les plus colériques de l'histoire des cartoons de l'âge d'or, et ce n'est pas un personnage que vous souhaiteriez avoir comme ennemi. Il a aussi les vices de la paresse, de la luxure, de l'avarice, de l'envie, même si ça rejoint quelque part sa gourmandise en s'appropriant la nourriture des autres, et peut-être de façon moindre l'orgueil. Enfin, le gros est là quoi. Woody est sans gêne, et c'est ce qui le rend génial. Mais ça, c'était avant que le conformisme finisse par reprendre ses droits. Et quelque part, c'est arrivé assez tôt. Après la période de Cullen, c'est un ex-animateur de Disney, Dick Lundy, qui a repris les rênes à la réalisation. Et lui, il voulait trancher avec le côté provocateur de Woody. Il voulait plus l'inscrire dans les pas du Bugs Bunny de Chuck Jones, le genre à répondre à ceux qui l'importunent, plutôt qu'à venir lui-même chercher les embrouilles. Il y avait surtout un équilibre entre ces deux aspects durant ses premiers cartoons, car il subsistait des cas où Woody était purement égoïste et exagérément colérique. Woody the Giant Killer notamment voit Woody mettre un géant hors d'état de nuire, juste parce qu'il recherchait une chambre à louer. En revanche, la cassure s'est plus remarquée lors de l'introduction d'un nouvel adversaire récurrent pour Woody, le malveillant Buzz Buzzard. En remplacement de Wally qui était plus un dommage collatéral sur la voie de Woody, Buzz est clairement un méchant, cherchant plus d'une fois à éliminer le pivert ou le dépouiller. Même si, comme je le disais plus tôt, il y a eu avant lui des cas où Woody cherchait à se défendre, il symbolise le retour du personnage vers la catégorie des roublards défensifs à la Bugs Bunny. Si j'ose dire, ça le normalise un peu plus. C'est après cette période où Woody avait encore ses moments en mode électron libre malgré tout, que la véritable différence est arrivée. Après des difficultés financières qui ont forcé l'arrêt temporaire de la production de cartoons Woody Woodpecker, déjà qu'ils étaient passés par un distributeur différent sur la fin des années 40, Woody revient chez Universal en 1951, avec un relooking et un style bien différent, nonobstant le fait que le pivert soit quasi intégralement muet durant les premiers cartoons de cette période. Cette période signale aussi que Woody Woodpecker a été à l'écran depuis si longtemps qu'il peut être défini d'une manière bien différente en fonction de l'époque. Bien que des personnages comme Bugs ont également de multiples facettes, il y a plus eu une forme d'alternance pour lui, plutôt qu'un changement progressif au fil du temps. En l'occurrence, les années ont écarté le côté cinglé de Woody en faveur d'un personnage plus souvent bon de nature, même si des exceptions subsistent. Plutôt que d'opérer un véritable décalage entre Woody et ceux qui l'entourent, il se rapproche plus du straight man propulsé dans des situations un peu cartoonesques. Il est nettement moins exubérant, et surtout nettement moins perché. Le budget et l'ère de la télévision n'ont pas aidé. Car Lance traversait des difficultés financières, causant un budget moindre pour les cartoons, et fatalement moins d'énergie et plus de simplification, et avait passé un marché aboutissant au Woody Woodpecker Show sur ABC. Une émission diffusant plusieurs cartoons du pivert, entrecoupés de segments live-action avec Walter Lantz. Et si cela a assuré la longévité de Woody et donc des nouveaux cartoons jusqu'en 1972, il y a définitivement quelque chose qui s'est perdu. Au point que beaucoup s'accordent à dire que les bons cartoons de Woody Woodpecker se sont arrêtés avant les années 60. Ouch. Fatalement, la télévision comme gagne-pain principal a forcé les cartoons à être beaucoup moins violents aux yeux des censeurs, jeune audience oblige. Ce qui fait que le conformisme a eu raison du personnage? Eh bien, durant cette période peut-être, mais est-ce vraiment le cas de son héritage et de l'image qu'on en garde? Guess who? La présence de Woody Woodpecker à l'écran a le mérite d'avoir été assez constante jusqu'au début des années 2000. Le Woody Woodpecker Show a duré plusieurs saisons jusque dans les années 70, et il a été diffusé et rediffusé jusqu'en 1998 sur ABC, NBC et Cartoon Network respectivement. Peu après sa fin, Woody a eu les honneurs d'une toute nouvelle série, judicieusement nommée The New Woody Woodpecker Show, et diffusée sur Fox Kids. Et c'est bien une nouvelle série, pas une compilation d'anciens épisodes, comme une volonté d'Universal de faire revivre ces personnages pour le public moderne, un peu après la mort de Walter Lantz.
Bien que j'ai souvent regardé cette série, lors de la bonne époque où Gulli se souvenait qu'il existait des séries d'animation avant les années 2010, ce qui m'avait également permis de regarder les cartoons d'origine d'ailleurs, je n'ai plus trop de souvenirs de cette itération, à part le générique, qui était un de mes génériques préférés lors de mon enfance il se trouve. Mais Woody en lui-même, après avoir revu des bouts ici et là, a l'air de dépendre de l'épisode côté comportement. C'est plus une forme de mélange, devenu citadin, mais surtout sensible à la fainéantise et à piquer les assiettes des autres. Bien que ce soit la dernière nouvelle itération du pivert pour un petit moment, cela n'arrête pas son statut de mascotte pour Universal, en particulier au Brésil. Il est également la mascotte du parc Port Aventura en Espagne. Je me rappelle avoir vu son image un peu partout lorsque j'ai visité le pays il y a longtemps. Mais une mascotte de parc d'attractions, c'est dur de lui faire ressortir une personnalité espiègle et nuisible. De mon point de vue, il y a toujours tentative de donner quelque chose à sa personnalité, de sorte à être apprécié de tous les publics, y compris ceux soucieux des risques à le concevoir comme un rôle modèle. Et puis vint 2017. On peut reprocher beaucoup de choses au film Woody Woodpecker, en particulier le fait d'être un film tout pourri, mais je ne peux lui retirer l'envie d'avoir voulu remettre en avant à quel point Woody peut être un personnage instable, et qu'on ne voudrait surtout pas avoir comme ennemi. Pour vous dire, il pousse ça à l'extrême, en rapprochant l'espèce de Woody tel que vu par les populations indigènes locales, à l'incarnation de leur dieu du chaos. It is not a woodpecker, it is a demon from hell. Okay, then can I give you a piece of advice about that demon from hell? Enfin, il aurait pu pousser ça à l'extrême, si on ne nous sortait pas l'énième coup de Woody sympathisant avec random humain inintéressant. Mais bon, c'est un début. J'en ai presque de la sympathie pour le réalisateur Alex Zam. Il a l'air plein de bonne volonté quand il parle de Woody, en rappelant que ce qui faisait qu'il marche, c'est sa nature malicieuse. Moi je dis qu'en fait, il aurait dû y aller à fond et en faire un vrai film d'horreur. Un personnage comme Woody en a totalement le potentiel. On en est déjà pas loin avec les tronches de Woody et la photographie de la forêt encore plus verte que dans Men. Et en plus, je suis convaincu qu'il lui en a inspiré une scène. Nous sachons, Garland. Nous sachons. Bref, s'il n'a pas la même popularité que la plupart de ses pairs, je pense que Woody Woodpecker a un mérite. C'est qu'on pense à lui quand on pense à quelque chose en particulier. Et ça, c'est la marque des grands personnages de cartoon. Quand on pense à un personnage malin qui déjoue n'importe quel ennemi, on pense à Bugs Bunny. Quand on pense à un héros sauvant toujours la demoiselle en détresse, on pense à Popeye. Quand on pense à des personnages qui vivent pour se défoncer mutuellement, on pense à Tom et Jerry. Et Woody, on pense à lui quand on pense surtout à un personnage dont le côté provocateur n'a d'égal que le côté décalé. Et qu'il fasse son trou dans nos cœurs grâce à une nature relevant plus d'un fantasme que d'un pur exemple à suivre, c'est beau l'air de rien. Bref, il est temps pour moi de m'envoler, en quête de nourriture. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et on se retrouve lors de la prochaine chronique, ciao! Everybody thinks I'm... Et tu penses quoi de la web-série à regarder? Maintenant, cessez d'interrompre mon générique, qui que vous soyez. Everybody thinks I'm crazy. Yes, sirree, that's me, that's me. That's what I'm cracked up to be. I chop a hole in every tree. Knock on wood. Oh, well, knock on wood. So I'm crazy, so what can I do? So are you.